Bonsoir, bonjour, bonsoir plutôt, il est 20h31, pardon pour cette minute de retard, c'est de ma faute. Mais soyez les bienvenus pour ce live, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct pour 1 heure normalement, et nous allons parler ce soir de l'épreuve écrite de français du CRPE, je m'appelle Benjamin Charignon. Je suis agrégé de lettres modernes, directeur d'Objectif CRPE, la prépa qui vous accompagne dans la préparation des épreuves écrites et orales du CRPE. Mais moi, mon affaire, c'est plutôt la première épreuve écrite, l'épreuve de français. Et j'aimerais ce soir vous dire quelles sont les 10 compétences clés pour réussir cette épreuve. Les 10 trucs à ne pas rater. Bonsoir à tous, je vous invite à me dire dans le chat qui vous êtes. Bonsoir Aurélie, bonsoir Mandine, Armel et je crois reconnaître des élèves d'Objectif CRPE qui sont évidemment doublement les bienvenus si vous êtes élève du groupe Coquelicot, candidat au CRPE en 2020. Bonsoir les Coquelicots, bonsoir Carozène, bonsoir Karine, bonsoir Aurore. Et bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Vous n'hésiterez pas s'il vous plaît à me poser vos questions dans le chat, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes capacités. Et voilà, on attaque. J'ai 10 conseils à vous donner, des choses que vous avez déjà entendues peut-être pour certaines si vous avez l'habitude de me suivre, mais on va aussi prendre des exemples, tirer des annales, on s'exercera un petit peu sur des questions tirées des dernières éditions du concours et j'espère que ce live vous sera utile. Vous avez encore du temps devant vous, si vous faites partie en tout cas de la team Coquelicot comme Roxane. Caro, effectivement, est plutôt élève du groupe Jasmin. Tu es en attente de résultats. Et puis, il y a peut-être aussi parmi vous des candidats ou futurs candidats au CRPE qui ne sont pas encore inscrits chez Objectif CRPE. C'est pas grave, vous êtes aussi les bienvenus et il est encore possible de nous rejoindre et de s'inscrire chez Objectif CRPE pour participer à la préparation des épreuves. Alors, quel est d'après vous la toute première compétence clé? Je vais pas annoncer mon plan, je vais rien vous dire, mais ce serait intéressant. Tiens, dites-moi d'après vous, quelles sont les compétences clés pour réussir l'épreuve écrite de français? On va voir un peu où vous en êtes de la compréhension de cette épreuve, des attentes du jury et des fondamentaux de cette épreuve. Parce que vous savez, moi je suis un obsédé du pragmatisme et je suis un utilitariste, c'est-à-dire que je pense que le temps que vous allez passer à préparer le concours, ça doit être un temps rentable, ça doit être un temps utile. Et j'ai par ailleurs une passion pour la littérature, par exemple, mais vous remarquez que je vous parle assez peu de littérature parce que malheureusement, ou je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais en tout cas, je constate que c'est pas une compétence clé pour la réussite du CRPE que de développer une culture littéraire extraordinaire. Donc, quelles sont, d'après vous, les compétences vraiment utile, indispensable à la réussite de cette première épreuve? Daphné, tiens, Daphné, bonjour à toi, chère Daphné. Tu parles de bon sens et de pragmatisme. Je ne dirais pas le contraire, évidemment. Et Armel, tu dis le temps, la gestion du temps, bien sûr, je vais commencer par là, organiser son temps, et en particulier, organiser dans cette épreuve de français qui est composée, je vous le rappelle, de 3 sous-parties. Une partie analyse de texte, analyse où vous allez devoir comparer les points de vue de 4 auteurs sur une même thématique. C'est l'analyse. Deuxième partie, grammaire, connaissance de la langue pour donner son nom complet et véritable, et troisième partie, analyse de support d'enseignement qu'on appelle plus communément la didactique. Et la grande difficulté de cette épreuve de français, c'est de
ce sera la première des 10 compétences clés, c'est de savoir faire une analyse en moins de 2 heures. Je parle de la première sous-partie de l'épreuve, cette fameuse analyse de 4 textes que vous allez devoir comparer en rendant compte de votre lecture dans un développement structuré. Et ça, c'est pas du tout facile de le faire en moins de 2 heures. Et on pourrait y passer beaucoup plus de temps. On pourrait y passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures peut-être. Et le problème, c'est que beaucoup de candidats qui peut-être ne sont pas suffisamment bien préparés vont le jour J découvrir cette difficulté et ne pas avoir le temps dans les 4 heures qui leur sont imparties, je dis même pas de traiter toute l'épreuve, mais parfois n'auront même pas le temps de faire une analyse complète. C'était le cas par exemple de cet élève d'objectif CRPE qui lors d'un concours blanc, et c'est pas grave parce que c'est un concours blanc, donc comme son nom l'indique, c'est blanc, c'est sans conséquences immédiates et réelles. C'est très bien de faire cette erreur à l'entraînement, mais vous voyez qu'ici le candidat a rendu une copie, non pas une copie blanche, mais une copie pas très loin d'être blanche quand même. C'est-à-dire qu'on a une intro, on a un début de première partie, et puis ici, je ne sais pas si c'est un début de deuxième partie ou si c'est une conclusion ajoutée à la hâte. En tout cas, lorsqu'on ne rend que ça, évidemment, on est disqualifié. Disqualifié d'office parce que vous le savez, les notes inférieures à 10 sont éliminatoires en français et en mathématiques, et l'un des moyens les plus sûrs d'obtenir une note inférieure à 10, c'est de passer beaucoup de temps au brouillon à essayer de confronter les textes, de bâtir une problématique, un plan, et de ne pas voir le temps qui passe et de se retrouver au bout de 3h30 de temps à dire mais il me reste qu'une demi-heure, c'est la panique absolue et donc je vais essayer de mettre quelque chose sur ma copie et si je ne mets que ça, eh bien combien j'obtiens? 4 sur 40 dans le cas de cet élève et 4 évidemment sur 40, c'est une note éliminatoire et adieu les projets de réussite du CRPE, etc. D'où la stratégie souvent adoptée par les candidats d'inverser l'ordre des parties et de ne pas commencer par l'analyse pour éviter de se retrouver dans cette situation effectivement plus que critique qu'on vient de voir et de traiter l'analyse en dernière position, par exemple en faisant d'abord la didactique, puis la grammaire et enfin l'analyse. Ce qui en soi ne me pose pas de problème et c'est pas une tactique que je proscrirais parce que elle peut tout à fait s'avérer payante, mais il faut quand même bien se dire que c'est pas non plus une stratégie miracle parce que si vous ne savez pas faire une analyse en moins de 2 heures, si vous passez par exemple 1h15 sur la didactique, puis 1 heure, mettons, sur la grammaire, il vous reste, allez, 1h3/4. 1h3/4 pour l'analyse. 1h3/4, si vous ne savez pas faire une analyse en 1h3/4, vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation qui est, alors pas aussi extrême que celle qu'on vient de voir, mais dans une situation qui est très courante, où finalement le candidat ne va pas réussir, dans l'heure 3/4 qui lui reste, à livrer une analyse complète. Ça a été le cas de Sandra, par exemple, qui disait il y a quelques mois « Bonjour les amis, j'ai enchaîné entre hier et aujourd'hui un DST en histoire et un concours blanc de français. » Blablabla. La partie analyse de corpus de texte en français, j'ai l'impression de l'avoir foiré, dit-elle. J'ai trop traîné sur la didactique qui m'a pris 2 heures.
je suis assez démoralisée. Et un petit peu plus loin, elle dit, c'était comme un marathon, je savais que je ne pourrais pas finir l'analyse ou à peine la commencer. Alors je n'ai rien fait au brouillon, j'ai mis le tableau des idées directement sur la copie, j'ai fait l'intro, une partie minuscule, une deuxième pas terminée, bref, je n'ai terminé que la didactique. Et ça, c'est pas terrible non plus, d'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre des points sur la didactique, des points sur la grammaire, mais sur les 11 points dévolus à l'analyse, vous risquez de n'en prendre pas beaucoup. Et donc, on en revient toujours là, que vous fassiez l'analyse en première position ou en dernière position, il faut apprendre à la faire entièrement en moins de 2 heures. Si vous voulez pouvoir vous rapprocher un peu de cette gestion du temps type, qui, comme tous les modèles types, sont évidemment adaptables et à adapter en fonction de votre propre tempo et de vos capacités de lecture, de compréhension, d'écriture, de votre rapidité d'exécution. Et donc, vous pouvez bouger un petit peu de ces repères que je vous donne là, mais quand même, c'est pas mal de savoir faire une analyse en 2 heures ou moins, parce que ça laisse par exemple 45 minutes pour la grammaire et 1h15 pour la didactique. On peut, pour la grammaire, se balader quelque part entre 45 minutes et 1 heure. C'est bien pour l'analyse de se balader quelque part entre 1h45 et 2 heures pour disposer, pour la didactique, de plus d'1 heure, parce que en deçà d'1 heure, pour la didactique, on risque de produire des réponses assez superficielles et de rater beaucoup de points parmi les 13 qui vous sont accessibles théoriquement sur la partie 3 de l'épreuve en didactique. Et donc, on va essayer, et ce sera l'un des grands objectifs de mes cours de méthodo sur l'analyse, que de vous aider à dominer ce timing et à vous rapprocher de cette gestion du temps. Alors, je vais continuer. J'ai 9 autres compétences clés à dérouler. Je regarde simplement rapidement le chat s'il y a des questions. C'est quoi ce shot, demande Marine. C'est un shot de café, même pas arrangé. C'est Jordan qui a eu la gentillesse de me faire un petit café. Marina, la didactique demande de savoir où vont les programmes attendus de fin de cycle, compétences travaillées, ainsi que les chercheurs tendances, on va dire. Alors, il y a 2 idées dans ce que tu dis, Marina. Tu parles de connaissance des programmes, connaissance des attendus de fin de cycle, connaissance des compétences travaillées. Et tu parles de connaissance des chercheurs et des grands auteurs et des grandes références de la didactique et de la pédagogie. Je dirais que dans ces 2 compétences dont tu parles, Marina, il y en a pour moi une qui est effectivement clé, et je pense que c'est la numéro 7 ou 8 de ma présentation de ce soir, c'est la connaissance des programmes, qui est effectivement indispensable pour la didactique. La connaissance des chercheurs tendances, je dirais que c'est un luxe. Et je n'ai rien contre le luxe, au contraire, mais ça veut dire que c'est une compétence que je qualifierais de secondaire par rapport à la connaissance des programmes. Et ce n'est que si vous voulez développer une zone d'excellence, une zone d'expertise, que vous allez peut-être faire des lectures, lire du Stanislas Dehaene, par exemple, si on parle d'un chercheur tendance. Je ne sais même pas comment il faut prononcer son nom, du coup, je l'écris. Mais bien sûr que ça, c'est un nom qui aujourd'hui est à la mode et pour de très bonnes raisons. Mais je dirais que la connaissance de ces travaux est une compétence très largement secondaire par rapport à la compétence, elle, absolument indispensable, qu'est la connaissance des programmes. Bravo Caro d'avoir été admissible à Montpellier. Ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'en plus, Montpellier est une académie particulièrement difficile. Armel, c'est fondamental les programmes et c'est super un cours dédié à cela. Effectivement, ce sera
l'objet des cours qu'on a appelé s'approprier les programmes avec Brigitte qui est conseillère pédagogique et qui vous initiera au mystère des programmes. Alors, la deuxième compétence clé dont je vais vous parler ce soir, elle est un peu fourre-tout. Au début, j'en avais fait 2 compétences, mais comme j'avais promis 10 compétences et que j'en avais 11, j'ai fusionné les 2 compétences que j'avais mises séparément initialement, mais ça donne quoi? Ça donne confronter les points de vue des auteurs dans un plan simple et efficace. On parle de l'analyse, première partie de l'épreuve de français, et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Confronter les points de vue des auteurs, d'abord, c'est-à-dire que l'analyse, ce n'est pas une juxtaposition d'analyse ou de résumé qu'on va coller les uns après les autres. C'est une confrontation, c'est une comparaison des points de vue des auteurs, qui ne sont pas les mêmes. D'abord parce que parmi les auteurs, vous pouvez très bien avoir un romancier, un poète, un philosophe, par exemple, et je dirais que c'est par nature qu'ils ont des points de vue différents. Le point de vue d'un philosophe n'est pas du tout celui d'un romancier. Un romancier, par exemple, n'est pas quelqu'un qui a pour but de forger des concepts, d'examiner les choses sous l'angle philosophique. Bien sûr, il y a le roman philosophique, je viens d'en lire un qui est formidable, un roman d'un certain Damasio, Alain Damasio, La zone du dehors, roman de science-fiction extrêmement chargé de concepts philosophiques. Il n'empêche qu'un romancier, c'est pas un philosophe et c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, vous allez devoir distinguer les points de vue, non seulement en fonction de la qualité de l'auteur, est-ce que c'est un historien, un philosophe, un romancier, mais aussi en fonction de la pensée qu'ils expriment. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir dans un dossier, dans un corpus de 4 textes, 2 auteurs qui sont fondamentalement en désaccord. Et s'il y a un désaccord fondamental entre 2 auteurs, il ne faudra surtout pas essayer de gommer ce désaccord et d'aplanir les différences pour faire comme si tout le monde était d'accord. Non, au contraire, il faudra mettre en scène cette divergence et montrer cette opposition de point de vue. Et si vous avez par ailleurs des auteurs qui, eux, semblent partager un même point de vue, une même opinion, il faudra bien le montrer et faire apparaître cette convergence. Mais en tout cas, la dimension comparative de l'analyse est clé. Et ça va se traduire par des choses très concrètes, c'est-à-dire que dans votre analyse, vous aurez une structure qui est classiquement composée de, vous avez une introduction, et dès l'introduction, vous pouvez commencer à mettre en scène les grandes lignes de fracture du dossier, les grands axes de rapprochement ou de différenciation, d'opposition peut-être même entre les auteurs. Et puis ensuite, vous allez sauter une ligne, vous allez faire peut-être un petit paragraphe introductif pour donner d'une certaine façon le mode d'emploi de votre première grande partie. Et puis, vous allez attaquer une première sous-partie. Et dans cette première sous-partie, qui commencera peut-être par une phrase titre, comme on dit chez Objectif CRPE, c'est-à-dire une phrase qui donne l'idée directrice de la sous-partie, vous allez là avoir plusieurs auteurs qui seront confrontés, si possible, au moins 2 auteurs par sous-partie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, de temps en temps, ne mobiliser qu'un auteur dans une sous-partie. Parfois, on n'arrive pas à faire autrement. Mais si vous pouvez confronter au moins 2 auteurs par sous-partie, c'est bien. Et donc, ça va se matérialiser, cette histoire de confronter les points de vue des auteurs par des choses comme... contrairement à ce que pense Alain Damasio, virgule, Michel Déon affirme, voilà, ou bien de même, virgule, ce qui est une façon de montrer au contraire, non pas une opposition, mais
un point commun, un rapprochement, une analogie que vous faites, vous, lecteur avisé des 4 textes qu'on vous a donné à lire, entre 2 auteurs. Donc ça, c'est la partie confronter les points de vue des auteurs dans un plan simple et efficace. Ça, j'y tiens beaucoup parce que vous perdez beaucoup de temps souvent à cause de cette question du plan qui est clé, parce que il ne s'agit pas évidemment de présenter pour l'analyse résumé du texte 1, résumé du texte 2, résumé du texte 3, résumé du texte 4. Non, ça, c'est pas un plan. Un plan, c'est 2 ou 3 grandes idées que vous allez successivement développer pour répondre à une problématique. Et la recherche de la problématique et du plan fera l'objet cette année de pas mal de travaux, d'exercices et de développement qu'on fera en cours pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une bonne problématique, ce que c'est qu'un bon plan. Mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'un bon plan, c'est un plan qui est simple et efficace. Et souvent, le plan en 2 parties, par exemple, est peut-être moins subtil, moins dynamique, moins avancé qu'un plan en 3 parties, mais il a le grand mérite d'être parfois plus facile à trouver et deuxièmement, plus facile à exécuter, plus facile à rédiger, plus facile et surtout plus court parce que je vous rappelle qu'on a un gros enjeu de timing, un gros enjeu de gestion du temps et forcément c'est plus rapide de développer 2 parties que d'en développer 3. Ce n'est pas, par exemple, une bonne idée, à mon avis, à l'épreuve de français du CRPE, dans ce contexte-là, qui n'est pas celui de la dissertation de philosophie à la grecque de philo, par exemple, mais dans le contexte de l'épreuve de français du CRPE, ce n'est pas une bonne idée de développer le grand plan dialectique à la française, 3, 9, 27, 3 grandes parties, 9 sous-parties, 27 idées. Non, vous n'avez matériellement pas la possibilité de le faire. Je vais continuer et on va passer à la grammaire, mais je voudrais répondre aux questions qui me sont posées. Question de Mathilde. Est-ce qu'une analyse de texte est différente d'une explication de texte? Non, pas tellement. À mon avis, ce qu'on vous demande de faire, c'est en effet d'expliquer un texte, sauf que c'est pas d'expliquer un texte, c'est d'expliquer 4 textes et d'expliquer ces textes dans leur relation aussi. C'est-à-dire, c'est de montrer votre interprétation de ces textes et de la façon dont ces textes répondent à une question qui vous est posée, qui est la consigne qui figurera en haut du sujet, et à laquelle vous devez répondre. Mais vous devez répondre à cette consigne en rendant compte de votre analyse des textes, et des textes au pluriel. Donc, analyse, synthèse, je vois une réponse d'Armel à Karine, je crois que l'analyse, qui ressemble un peu à la synthèse, doit être objective. Ah oui, parce qu'il y a une question de Karine qui dit « Il faut faire attention de ne pas donner notre point de vue ». En effet, alors là, pour le coup, je suis catégorique, vous n'avez pas à donner votre point de vue, au sens où si la question c'est, par exemple, si la question c'est quels sont les rapports entre l'humanité et la monstruosité, puisqu'attend le correcteur, ce n'est pas votre conception des rapports entre l'homme et le monstre, c'est votre analyse de ce que disent les auteurs sur les rapports entre l'homme et le monstre. Et donc c'est très différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de subjectivité ou qu'il n'y a pas du tout d'intelligence à mettre là-dedans. Parce qu'il faut que vous montriez que vous avez compris les textes et que vous êtes capable de parler en votre nom de ces textes. Mais c'est les textes et rien que les textes qui nous intéressent. C'est pas du tout votre opinion personnelle. Donc à aucun moment vous ne devrez verser dans l'exercice de l'expression d'une opinion personnelle. Surtout pas. Vous êtes neutre, vous êtes objectif et vous essayez d'être comme un miroir réfléchissant les opinions que vous voyez dans le corpus. Mais pour réfléchir correctement, il va falloir que vous vous appropriiez ces idées d'une certaine façon et il va falloir ne pas vous contenter de monter des citations les unes avec les autres.
Donc il va falloir non pas dire je pense que, etc., mais en tout cas, il va falloir produire un commentaire, une analyse personnelle des textes que vous avez lus. Donc vous disparaissez derrière les textes et ce qu'il faut, c'est montrer les idées qui sont dans les textes, mais pour ça, vous avez besoin de parler avec vos propres mots, parce que sinon, c'est de la paraphrase ou si c'est du montage citationnel, et c'est pas ce qu'on attend non plus. Donc, on ne donne surtout pas son point de vue personnel, en effet, Jennifer. Mais après, l'analyse, la synthèse, moi je me méfie un peu de ces mots, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'analyse, la synthèse? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire très attention aux trucs qu'on lit parfois sur Internet, voire dans des manuels, parce que j'ai découvert, et j'ai été un peu horrifié de découvrir que dans les Hatier ou les Nathan, je sais plus, mais on parle encore de alors attention, il y a parfois de l'analyse, parfois de la synthèse, mais non, pas du tout. Ça fait depuis 2014, quand même, ça fait 5 ans, ils auraient pu se mettre à jour. Ça fait depuis 5 ans que l'épreuve a été réformée et qu'il n'y a plus au CRPE, en première partie de l'épreuve de français, soit une analyse, soit une synthèse. Non, c'est toujours le même exercice, toujours le même exercice. On l'appelle analyse pour simplifier, et cet exercice consiste, comme j'ai dit, à confronter le point de vue de 4 auteurs en réponse à une question qui vous est posée dans la consigne. Donc Zazie, est-ce que dans l'analyse on peut parler de l'actualité en plus des textes à analyser? Non, non, non et non, certainement pas. Toute considération sur l'actualité serait complètement hors sujet. Vous n'êtes pas là pour ajouter finalement des choses à ce qui se trouve dans les textes. En fait, c'est les textes, rien que les textes, et pas d'ajout d'idées, d'arguments, d'exemples qui ne se trouvent pas dans les textes. À aucun moment dans l'analyse, vous ne devez apporter des éléments extérieurs au corpus. C'est déjà un gros boulot, hein, croyez-moi, de restituer correctement le contenu des 4 textes du corpus. On continue? On continue. Je passe à la deuxième partie de l'épreuve, connaissance de la langue, et ma troisième compétence clé pour la réussite de l'épreuve de français, c'est d'analyser un mot issu d'une dérivation lexicale. Et oui, dérivation lexicale, si vous avez bien étudié la remise à niveau de français sur la partie lexicologie, cette notion de dérivation vous est familière, et vous pouvez constater en regardant les 3 sujets qui sont tombés en 2019 que dans chacun des 3 groupements d'académie, vous aviez une question de lexico, et plus précisément une question vous demandant d'analyser la formation d'un mot issu d'une dérivation. C'est le cas du mot approbation, c'est le cas du mot inarticulation, c'est le cas du mot familièrement, par exemple. Familièrement. Familièrement. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est un mot qui est issu d'une dérivation. Le radical, il est là, hein? Famille, c'est un radical qui est issu d'un nom commun que vous connaissez, qui est le nom famille. On va ajouter un suffixe qui va permettre de former un adjectif, familier, et puis un deuxième suffixe qui va permettre de former un adverbe, et c'est ce que vous devez savoir, reconnaître et expliquer, puisque c'est vraiment un grand classique du CRPE, et c'est un incontournable, et c'est des points qui sont faciles à prendre, pas très compliqué. Et donc, je ne saurais trop vous recommander de passer un petit peu de temps à travailler sur ce phénomène lexicologique, ce phénomène morphologique plus précisément, hein, conféré mon cours d'introduction à la grammaire que vous avez peut-être vu si vous faites partie de nos élèves du groupe Coquelicot.
C'est un incontournable, il faut savoir faire ça. Autre incontournable pour la réussite de la partie 2, identifier la nature et la fonction d'un mot. D'accord? La nature, ou bien la classe grammaticale, c'est la même chose, et la fonction grammaticale d'un mot ou d'un groupe de mots. Hein. Regardez par exemple dans le groupement d'académie numéro 2, lors de la dernière édition du concours, la première question était la suivante. Dans cet extrait du texte de Claude Lévi-Strauss, vous indiquerez la nature et la fonction des mots ou des groupes de mots qui sont entre crochets. Alors on y va ensemble. Vous me dites dans le chat quelle est la nature, d'une part, et quelle est la fonction du mot qui, par exemple, dans l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques. Donnez-moi la nature, puis après une virgule ou un point-virgule, la fonction grammaticale du mot qui. L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides. Alors, mettez-moi dans le chat pour que je m'y retrouve un peu. Vous mettez qui, deux points, nature, et puis la fonction. Et puis vous me mettez solide. Qu'est-ce que c'est que ce mot solide? Des fondements psychologiques solides. Qu'est-ce que c'est en termes de nature, classe grammaticale? Qu'est-ce que c'est en termes de fonction grammaticale? Ne surtout pas confondre ces deux notions. La notion de nature qui est équivalente à la notion de classe et la notion de fonction grammaticale. L'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage. De sauvage. Groupe de mots. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de mots en termes de nature? Et qu'est-ce que c'est en termes de fonction? Cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Avec le nous, pas simple. Qui nous sont étrangères. Qu'est-ce que c'est que ce nous et qu'est-ce que c'est que ce étrangère? Alors, on va revenir déjà au qui, d'accord? Le qui, Mélanie reconnaît dans ce qui un pronom relatif. Bravo. Effectivement, ce qui est ici un pronom relatif, c'est pas toujours un pronom relatif. Le mot qui, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, un pronom interrogatif. Tiens, si je dis qui en veut. Mais là, c'est bien en effet un pronom relatif, hein, qui, que, quoi, dont, où, vous les connaissez, les pronoms relatifs, et on le reconnaît, on sait que c'est un pronom relatif parce qu'il reprend un antécédent. L'antécédent du pronom relatif, ici, c'est l'attitude, d'accord? Donc ça, c'est la nature du qui, mais quelle est sa fonction? Si je réécris la proposition grammaticale qui est centrée sur le verbe repose, ça va donner quoi? L'attitude la plus ancienne repose sans doute sur des fondements psychologiques solides. Donc, qu'est-ce qui repose sur des fondements psychologiques solides? L'attitude la plus ancienne. Ça veut dire que le mot qui n'est pas COD ni COI marine, mais que la fonction est en effet sujet. Sujet, comme le dit très bien Mélanie, ou comme le dit très bien Armel, sujet, mais il faut toujours préciser sujet de quoi. Donc on ne se contente pas de dire sujet, et on précise sujet du verbe repose. Alors ensuite, solide. Solide, Armel, très bien. Armel, tu me dis, c'est un adjectif, et c'est vrai. Et tu précises qu'il est épithète, et c'est vrai aussi, mais là encore, on va pousser un tout petit peu plus loin la précision dans la réponse, et on va dire épithète du nom, ouvrez les guillemets, fondement, fermez les guillemets. Et ce n'est pas parce qu'il y a une deuxième épithète, j'ai bien dit une épithète, une deuxième épithète, ou plutôt une première si je les prends dans l'ordre, les fondements psychologiques solides. Psychologique est aussi un adjectif, et cet adjectif est aussi épithète du nom fondement. Mais il y en a une deuxième qui lui succède,
et ça reste également une épithète liée. Attention Armel, si tu dis épithète liée, ça va être EE, d'accord? Et c'est effectivement une épithète liée, si on veut être tout à fait précis, même si ici on a une deuxième épithète liée qui s'intercale entre le nom et l'adjectif, hein, alors que habituellement une épithète liée, elle est accolée au nom qu'elle qualifie. Mais dans le cas où vous en avez deux, vous pouvez très bien avoir une deuxième épithète liée. Elle n'est pas détachée, c'est à l'épithète détachée que s'oppose l'épithète liée, et l'épithète détachée, elle va être séparée en général par une virgule du nom qu'elle qualifie. Alors, je continue. Habitude de sauvage. Vous m'avez pas beaucoup parlé. Merci Armel de t'auto-corriger comme ça. Vous m'avez pas beaucoup parlé de ce de sauvage. Qu'est-ce que c'est que ce de sauvage en termes de nature, en termes de classe grammaticale? De sauvage, deux mots, d'accord? Donc deux mots, ça forme un groupe. Donc le début de la réponse, je vous mets sur la voie, c'est groupe. Groupe, un groupe qui commence par ce petit mot de, qui est une préposition. Le petit mot de, c'est toujours une préposition. Pour le coup, je ne crois pas qu'on puisse hésiter sur le mot de, c'est une préposition. Et donc, lorsque vous avez un groupe qui commence par une préposition, il forme ce qu'on appelle un groupe prépositionnel, d'accord? GP, groupe prépositionnel. Si je dis je vais à la piscine, par exemple, à la piscine forme un groupe prépositionnel. Et ça, c'est sa nature. Sa fonction, c'est... et là, je vois que Zazie, tu as bien identifié que de sauvage était complément du nom habitude. Hein, on va revoir le texte habitude de sauvage. En effet, de sauvage est complément du nom habitude, mais, complément du nom, c'est une fonction, pas une nature. Donc la nature, c'est groupe prépositionnel, la fonction, c'est complément du nom, et de quel nom? Eh bien du nom habitude. Alors des manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Le nous. Ça, bon, la nature ne va pas nous poser de problème, parce que je, tu, il, nous, vous, il, qu'est-ce que c'est en termes de nature? Qu'est-ce que c'est en termes de nature? Je, tu, il, nous, vous, il, me, te, leur, ces petits mots-là, qu'est-ce que c'est? En termes de fonction, c'est là que ça va être plus compliqué, hein, parce que c'est difficile. Moi, je vous avoue que j'ai moi-même un petit doute. J'ai peut-être une idée à vous proposer, mais bon, au pire, hein, on va pas se prendre la tête pendant 1000 ans, parce qu'on a affaire quoi à la moitié des points de l'occurrence nous, qui est une occurrence parmi combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ou 8 occurrences dans une question parmi 5, dans une partie parmi 3. Donc, allez, schématiquement, si j'ai 2 points, par exemple, sur cette question, si j'ai 2 points sur 40, hein, 2 points sur 40 sur cette question, que j'ai 8 occurrences, ça fait combien par occurrence de points? Petit calcul, on passe en maths, je suis prof de français, moi, donc je vais faire un très gros effort et je vais essayer de faire cette division. 2 points pour 8 occurrences, ça fait 0,25. Je ne me trompe pas? On va dire que je ne me trompe pas. Mais sauf que l'occurrence, vous devez analyser sa nature et sa fonction. Donc on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de 0,1 point sur 40. dites-vous bien ça, s'il vous plaît. Hein, quand vous avez un truc compliqué comme ça,
quelle est la fonction grammaticale de ce pronom personnel? Merci Myriam, bravo Mathilde. Effectivement, Laurence, Myriam, Mathilde, aucun problème pour reconnaître ici un pronom personnel et je vous en félicite. Vous pourriez légitimement vous prendre un peu la tête sur la fonction grammaticale. Parce que je vois COI, COS, qui sont des propositions de Mélanie et de Laurence, qui jusqu'ici se sont illustrées par des réponses de grande qualité, mais qui, à mon avis, ne sont pas sur la bonne voie en me parlant de complément d'objet, parce que un complément d'objet, c'est toujours le complément d'objet d'un verbe, d'accord? Un complément d'objet, c'est une fonction qui s'applique à un verbe. Or, vous savez que le verbe qu'on a ici est un verbe très particulier. C'est quoi le verbe? C'est quel verbe ici? C'est le verbe être. Et le verbe être est un verbe très particulier, disais-je, parce que il fait partie de ces verbes qu'on appelle attributifs. C'est-à-dire que il n'admet pas de complément d'objet. Il admet des attributs. Et je suis en train de vous donner un gros indice pour le mot, l'occurrence suivante. Et donc, on n'a pas de complément d'objet, ni direct, ni indirect du verbe être. On a éventuellement des attributs, et là, en effet, on a l'adjectif étrangère. Adjectif, c'est sa nature. Attribut du sujet qui reprend l'antécédent manière. Ça, c'est sa fonction, mais le verbe être n'admet pas de complément d'objet. Donc, moi, ce nous, je l'analyserai plutôt, mais il faudrait demander à Isabelle Limami ce qu'elle en pense. Mais moi, je l'analyserai plutôt comme un complément de l'adjectif. Étrangère à qui? À nous. D'accord? Mais à la limite, même si je me plante, je me plante sur 0,1 quelque chose. Point sur 40. C'est-à-dire, peanuts, on s'en contrefiche, on passe à la suite et on ne se prend surtout pas la tête pendant des heures en se disant oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un COI? Est-ce que c'est un COS? Et donc, on fonce, on tente une hypothèse, COI, COS, ou simplement on passe et on ne perd pas de temps sur la moitié de l'analyse d'une occurrence parmi 8, sur une question parmi 5, sur une partie parmi 3. Ok? Bon voilà, très rapidement, la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage. Le terme de sauvage, nous avons affaire ici à quoi? En termes de nature, c'est un groupe nominal, c'est un groupe, il y a plusieurs mots, et le cœur de ce groupe, c'est le mot terme, et il est précédé d'un déterminant, un article défini, donc c'est bien un nom commun, c'est un groupe nominal. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est quoi? La civilisation occidentale a ensuite utilisé quoi? Le terme de sauvage. C'est un COD du verbe à utiliser. D'accord? Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Alors, il est intéressant, un même jugement. On va juste passer un petit moment, donnez-moi s'il vous plaît la nature et la fonction de un même jugement, parce qu'il y a un petit piège là. Il y a un petit piège sur la fonction. Sur la nature, à mon avis, ça devrait pas vous poser de grands problèmes. Quelle est la nature de ce groupe de mots, un même jugement? Déjà, on a 3 mots, donc on a un groupe. Est-ce que c'est un groupe prépositionnel? C'est pas une préposition, ce 1. C'est quoi, ce 1? C'est un déterminant, c'est plus précisément un article indéfini, c'est comme ça qu'on appelle. Et donc le cœur de ce groupe, le noyau de ce groupe, c'est quoi? C'est le mot jugement, et ce mot jugement, c'est un nom, et par conséquent, nous avons affaire à un groupe nominal. Bien, donc ça, pas de problème pour Laurence, pardon, pour Mélanie.
Sur la fonction, en revanche, c'est là qu'il peut y avoir un doute et qu'il peut y avoir un genre de piège parce que lorsque je vois Mélanie, oui. Alors, vous me dites, j'ai l'impression d'avoir des réponses divergentes. On me parle de COD et on me parle de sujet. Et la bonne réponse, c'est sujet du verbe se dissimule. Très bien, Isabelle. C'est en effet le sujet du verbe se dissimule. Mais ce qui est un peu piégeux ici, c'est que on n'a pas l'ordre habituel. Sujet, verbe. Sujet, verbe, complément. Une phrase, habituellement, c'est ça. Sujet, verbe, complément. Là, on a un ordre inversé. Derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Mais vous remarquez qu'on peut très bien réécrire la phrase de la façon suivante. Un même jugement se dissimule derrière ces épithètes. D'accord? Qu'est-ce qui se dissimule? Un même jugement. Un même jugement se dissimule. Un même jugement, eh bien, sujet du verbe se dissimule et non pas COD. Se dissimule quoi? Un même jugement? Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se dissimule? Un même jugement. Un même jugement se dissimule, c'est le sujet, et on ne se laisse pas tromper, s'il vous plaît, par l'inversion du sujet et du verbe qui, ici, vient peut-être du fait que on a le groupe prépositionnel derrière ces épithètes qui est placé en tête de phrase, et c'est un petit effet stylistique, mais qui ne doit pas vous induire en erreur. Non, effectivement, Laurence, tu fais bien de te corriger, ce n'est pas une voix passive. Ce n'est pas une voix passive, c'est cette forme verbale se dissimule. C'est ce qu'on appelle se dissimule. Vous avez ici le pronom réfléchi, se dissimule. Je me dissimule, tu te dissimules, il se dissimule. C'est un verbe qu'on appelle pronominal. Pourquoi? Ben précisément parce qu'il se construit avec ce petit pronom réfléchi. Je me dissimule, ça veut dire je dissimule moi-même. Je cache, synonyme de dissimule, je cache moi-même, je me cache. Se cacher, c'est un verbe pronominal qu'il faut bien distinguer du verbe cacher. Je cache un indice, ça c'est le verbe transitif, cacher, pas de problème. Je me cache moi-même, là c'est le verbe se cacher qui est le verbe pronominal, mais c'est pas la voix passive. Un indice a été caché dans cette pièce, voilà une phrase qui est à la voix passive. Un indice a été caché dans cette pièce par Noé. Je peux ajouter le petit complément d'agent par Noé, qui est le révélateur d'une phrase qui est à la voix passive. Si je la remets à la voix active, toujours au passé composé, ça donnera Noé a caché un indice dans cette pièce. D'accord? Ou bien Noé a dissimulé un indice dans cette pièce. Voix active. Maintenant, voix passive, un indice a été dissimulé par Noé dans cette pièce. Ça, ce serait de la voix passive. Mais je me dissimule dans cette pièce, voix active, mais voix active sur le verbe pronominal se dissimuler. Allez, on va passer un peu plus rapidement sur la compétence suivante, qui est d'identifier une forme verbale et sa valeur. Là aussi, grand classique de la partie 2 de l'épreuve de français au CRPE, identifier une forme verbale par son mode et son temps. Ça, c'est les deux trucs essentiels. Si je veux être encore plus complet, je dirais la voix, on vient d'en parler. Voix active ou voix passive? Le mode, indicatif, subjonctif, impératif. J'en oublie? Oui. Conditionnel, qu'on considère souvent comme un mode. Infinitif, peut-être. Ça, c'est le mode. Le temps. Est-ce que c'est de l'imparfait, du passé simple, du passé composé, comme on a vu tout à l'heure? Est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du futur, etc. Et puis, pour finir, qu'est-ce que j'oublie pour identifier vraiment précisément une forme verbale? Dites-moi dans le chat ce que j'oublie. Faire travailler un peu. Si on a parlé de voix. Hein.
Si je veux identifier précisément une forme verbale et prendre tous les points, et vous allez prendre tous les points, je veux que vous preniez 11 points en connaissance de la langue, et c'est pas un objectif inatteignable, pas du tout. Allez, disons 10. Avec 10, je serais déjà très content. D'accord? Mais vous identifiez la voix, le mode, le temps. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour identifier très précisément? Oui, très bien, Mélanie. La personne première, deuxième ou troisième personne du singulier ou du pluriel. Et puis donner l'infinitif, comme le propose Laurence. C'est également une très bonne idée. Donc ça, c'est pour la partie identification précise d'une forme verbale. Deuxième partie de la compétence clé que je vous donne ici, identifier la valeur d'un verbe, c'est-à-dire la raison pour laquelle on utilise ce mode et ce temps plutôt qu'un autre mode et un autre temps. Identifier les raisons de l'emploi de cette forme verbale plutôt qu'une autre forme verbale. C'est dans la consigne que vous voyez ici, qui est tirée du sujet du groupement numéro 1 en 2019, vous justifierez son emploi. Après avoir indiqué le temps et le mode de chaque verbe souligné, vous voyez qu'ici, on vous propose une consigne qui est un peu plus explicite que simplement vous identifierez les formes verbales. Si on vous dit juste vous identifierez les formes verbales, alors là, vous donnez la totale, mais si on vous dit vous identifierez le mode et le temps, vous ne vous embêtez pas avec la question de la voix, vous n'avez même pas à préciser la personne, vous vous contentez de dire, bah, allons-y, on va travailler un petit peu, vous allez travailler un petit peu, moi je vais me reposer, et je vais vous laisser identifier d'une part le mode et le temps du verbe a résolu, par exemple, de la forme a résolu, forme verbale, donc qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel est le mode? Quel est le temps? Et puis, il y a la question de l'emploi, c'est-à-dire de la valeur, de pourquoi est-ce qu'on emploie ce temps et ce mode. Et c'est une question qu'on pourra se poser sur ce a résolu. Qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Alors, je vais lire ce dialogue. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions, qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel décret avez-vous rendu au sujet de la paix? Qu'est-ce que cela te fait, disait mon mari. Tais-toi! Tais-toi. Qu'est-ce que c'est, ce tais-toi? En termes de mode, de temps et de valeur. Et je me taisais. Moi, je ne me serais pas tu. Il te serait arrivé mal de ne pas te taire. Aussi me taisais-je. Une autre fois, vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, je disais, mon ami, comment pouvez-vous agir si follement? Mais lui, me regardant aussitôt de travers, répondait, tisse la toile ou ta tête s'en ressentira longtemps. La guerre est l'affaire des hommes. Eh. Alors, intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Allez-y, allez-y, je vous laisse travailler un peu. Vous me donnez dans le chat, comme le fait très bien Marine, comme le fait très bien Zazie, vous mettez d'abord la forme verbale pour que je sache de quoi vous parlez, et vous me donnez ensuite le mode et le temps. Donc, pas de problème pour Marine et pour Zazie, par exemple, pour reconnaître dans cette forme verbale a résolu, d'abord le mode indicatif, et ensuite le temps passé composé. D'accord? Passé composé de l'indicatif, en effet, on a l'auxiliaire avoir, on a le participe passé résolu, c'est le passé composé du verbe résoudre. Comment je sais que c'est le passé composé? Eh bien, d'abord, c'est un temps composé, puisqu'on a l'auxiliaire et le participe passé. Et si je regarde le temps auquel est conjugué l'auxiliaire avoir est conjugué au présent. J'ai résolu, tu as résolu, il a résolu. C'est donc le passé composé. Si l'auxiliaire était conjugué à l'imparfait, ce serait une toute autre affaire. J'avais résolu, tu avais résolu, il avait résolu, ce serait du plus que parfait. Mais là, c'est forcément du passé composé. Et
en termes de valeur, j'ai une bonne proposition de Laurence qui me parle d'une valeur de non achevé. C'est vrai que le passé composé prend le verbe dans son aspect inachevé, mais désigne aussi un fait antérieur au moment de l'énonciation. C'est probablement la réponse la plus simple que vous puissiez faire sur la question de l'emploi. Ici, le passé composé est employé par le locuteur pour désigner un fait qui s'est déroulé à un moment antérieur à l'énonciation. D'ailleurs, tous les temps composés ont cette valeur d'antériorité. Si j'étais sur un plus que parfait, j'avais résolu, ce plus que parfait aura également une valeur d'antériorité, mais antériorité par rapport à un moment lui-même antérieur au moment de l'énonciation, contrairement au passé composé qui désigne simplement un fait antérieur au moment de l'énonciation. Quel décret avez-vous rendu au sujet de la paix? Qu'est-ce que cela te fait? Disait ton mari. Tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Bien vu, Marine. C'est un impératif. Ça, c'est pour le mode. C'est du présent, en effet. C'est donc l'impératif présent et il a une valeur de quoi vous m'avez pas donné tellement de propositions pour la valeur de cet impératif. Et l'impératif présent a une valeur qui peut varier d'un contexte à l'autre, mais dans ce contexte, tais-toi, c'est un ordre. D'accord? Tais-toi. C'est une défense de parler. Une défense de parler, un ordre, c'est une valeur qu'on peut qualifier d'injonctive. Injonctive, ça c'est un mot que vous pouvez donner sans risque lorsque vous avez un impératif, parce que n'importe quelle forme verbale à l'impératif a forcément une valeur d'injonction. Je t'enjoins de te taire. Je te commande, je t'ordonne de te taire, ou je te défends de parler, ce qui veut dire la même chose. Il te serait arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce « il te serait arrivé » ? Il te serait arrivé. Qu'est-ce que vous me proposez? Il te serait arrivé. Vous me proposez du conditionnel et vous êtes bien inspiré. Alors là, il faut vraiment réfléchir très fort, hein, parce que c'est pas facile la conjugaison. Il te serait arrivé. C'est du conditionnel, en effet, mais c'est pas le conditionnel présent. Hein. J'arriverai, tu arriverais, il arriverait. Ça ressemble à un temps composé. Il te serait arrivé mal de ne pas te taire. Il te serait arrivé, je dirais, conditionnel passé. Alors attendez, je vais faire un truc qui n'est pas du tout honteux de faire et que je vous invite à faire vous-même lorsque vous travaillez, c'est de demander à Google. D'accord? Conjugaison. On va regarder un peu nos tables de conjugaison. Par exemple, si je fais... C'est quoi l'infinitif? C'est le verbe arriver. Le verbe arriver au conditionnel passé, il serait arrivé. C'était bien ça, je ne me suis pas trompé, mais je vous avoue que j'avais un doute. Donc, c'est bien le conditionnel passé, forme composée, contrairement au conditionnel présent. Et forme composée de quoi? Eh bien, de l'auxiliaire au conditionnel présent, je serai, tu serais, il serait, plus le participe passé. C'est la forme qu'on appelle conditionnel passé. Quant à sa valeur, quelle est-elle sa valeur? Eh bien,
il te serait arrivé mal de ne pas te taire. Comme son nom l'indique, le conditionnel a une valeur d'hypothèse. Contrairement à l'indicatif, qui est le mode de la certitude, le mode de ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Je ne sais pas encore ce que l'Assemblée a résolu, mais je sais qu'elle a résolu quelque chose. Ça s'est passé, c'est sûr, c'est certain. Je ne sais pas encore quoi, mais ça s'est passé. Là, au contraire, il te serait arrivé mal de ne pas te taire, ou bien, on a aussi un conditionnel juste au-dessus, hein, dans « moi, je ne me serais pas tu ». Je ne me serais pas tu si on m'avait parlé comme ça. Vous voyez qu'il y a une condition. Si on m'avait parlé comme ça, je ne me serais pas tu. Donc, le fait de se taire est subordonné à une condition dont on ne sait pas bien si elle s'est produite ou pas. Et c'est ça le conditionnel. C'est quelque chose qui pourrait bien se produire à condition que se produise autre chose. Et donc, la valeur du conditionnel, c'est la valeur de donner une hypothèse, ou plutôt un fait, de rapporter un fait hypothétique conditionné à un autre fait qui devrait s'être réalisé. On continue. Bonjour les Jasmins, bonjour Flo. J'espère que tout va bien pour vous qui avez passé le concours cette année. On continue, il nous reste 2 formes verbales à analyser. Aussi, me taisais-je. Je me taisais. Alors, qu'est-ce que c'est? Donnez-moi l'infinitif. L'infinitif, c'est pas le verbe taire, c'est le verbe se taire. Donc, c'est un verbe pronominal. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Taire quelque chose, c'est le verbe taire, verbe transitif. Il a tué les agissements terribles qui s'étaient déroulés. Hein. C'est pas la même chose que je me tais, tu te tais, il se tait, qui est le verbe pronominal se taire. Et ici, ce verbe est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, très bien Aurore. Qu'est-ce que c'est que cet imparfait de l'indicatif? En termes de valeur, je pense que ça a une valeur que je ne vois pas ici, qui est une valeur de répétition. À mon avis, mon mari disait tais-toi et je me taisais, ça ressemble à quelque chose qui s'est produit plusieurs fois. Alors là, on n'a pas tout le texte, ce serait intéressant de lire tout le texte pour être sûr de bien comprendre, mais ça ne m'étonnerait pas que cet imparfait ait une valeur de répétition dans le passé, ou d'habitude. J'avais l'habitude de me taire, en fait. Et puis, dernière occurrence verbale, la guerre est l'affaire des hommes, c'est le verbe être, je pense que vous n'avez pas de problème à reconnaître ni le mode, ni le temps, ni sans doute d'ailleurs la valeur, parce que c'est une des valeurs les plus connues du verbe, alors quel est le temps? Quel est le temps? J'attends quand même quelques secondes que vous me donniez le mode et le temps de cette forme verbale est dans la guerre est l'affaire des hommes, et puis dans la foulée la valeur. Non? Quand même. Le verbe être, c'est un des verbes dont vous devez bien connaître la conjugaison. Merci Laurence, c'est l'indicatif présent, mode indicatif, temps présent, et valeur en effet de vérité générale. La guerre est l'affaire des hommes, voilà une vérité générale. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est une phrase qui a la prétention de donner
une vérité valable en tout temps, en tout lieu. La guerre est, a toujours été, sera toujours l'affaire des hommes. Et c'est la valeur du présent de l'indicatif que vous retrouvez dans les maximes, dans les proverbes et dans certains jugements, comme celui-ci, la guerre est l'affaire des hommes. Ça, c'était une compétence clé. Savoir reconnaître un temps, un mode, savoir identifier précisément une forme verbale par son mode et par son temps, et peut-être par sa voix et sa personne, savoir également identifier l'infinitif de ce verbe, mais aussi savoir expliquer pourquoi ce temps, ce mode et pas un autre. C'est la question de la valeur ou de l'emploi. Autre compétence clé de la réussite en français, repérer un procédé d'écriture et analyser l'effet produit. Les deux sont absolument liés et il ne s'agit jamais de simplement repérer le procédé d'écriture et dire « Oh, voici une métaphore, oh, voici une anaphore, oh, voici une énumération, etc. » L'étiquetage des figures de style ne suffit pas. Il faut aussi savoir l'analyser, expliquer la conséquence qu'a ce choix d'écriture sur le lecteur et ses représentations, c'est l'analyse de l'effet produit. Et vous voyez qu'en 2019, par exemple, lors de la dernière édition du concours, dans chacun des 3 groupements d'académie, vous aviez une question stylistique. En vous appuyant sur 2 procédés d'écriture au moins, ça c'est la partie reconnaissance des procédés d'écriture, des figures de style si vous préférez, vous analyserez les moyens par lesquels Étienne exprime ses convictions et cherche à persuader ses interlocuteurs. Ça, c'est la partie analyse de effet produit. Deuxième groupement, vous expliquerez le sens de la dernière phrase du texte de Claude Lévi-Strauss. Ça, c'est la partie effet produit. Et analyserez un procédé stylistique. Ça, c'est la partie reconnaissance de la figure de style. Et puis, aussi dans le groupement 3, relevez dans cet extrait du texte 2 au moins 2 procédés d'écriture qui vous semblent particulièrement intéressants et vous en expliquerez l'effet produit sur le lecteur. Je ne suis pas plus long parce que je suis en train de dépasser très largement du timing et on aura l'occasion de retravailler là-dessus très largement. Vous avez un module de remise à niveau qui vous est proposé par Antoine Desjonquers sur la stylistique. Et je poursuis ce live sur les 10 compétences clés de la réussite de l'épreuve de français avec des compétences propres à la didactique, 3e partie de l'épreuve. J'en ai choisi 3. La première, c'est d'identifier à quelle compétence du programme correspond une séquence pédagogique. C'est une question hyper classique. Vous voyez que, là encore, en 2019, c'est souvent la première question des questions de la partie 3 qui portent là-dessus. Quelles compétences définies par le programme sont travaillées dans la séquence proposée? Premier groupement. Deuxième groupement, en vous appuyant sur le programme du cycle 3, vous analyserez le dispositif mis en place. Là, c'est intéressant parce que j'ai pas explicitement la notion de repérer quelles compétences sont travaillées par ce dispositif, mais en fait, implicitement, j'ai quand même une injonction à évaluer ou analyser en tout cas un dispositif pédagogique à l'aune du programme. Et donc, vous avez nécessairement, ce sera un passage obligé de votre réponse que d'identifier les compétences que ce dispositif cherche à travailler. Et puis, pour finir, à partir d'une analyse critique des documents ci-après utilisés pour la préparation de classe en CM1, vous répondrez aux questions posées. Première question, au regard des compétences spécifiques déclinées pour la séquence pédagogique proposée, document 1, vous indiquerez à quelle compétence du programme et quel domaine du socle commun elle correspond. Donc là, on a en plus des compétences du programme, une consigne qui vous oblige à identifier un des domaines, ou plutôt les domaines du socle commun auxquels correspondent chaque compétence. Donc ça, c'est là aussi un incontournable du concours.
Si je fais par exemple programme CM1, puisque c'était ça, on va ah non, c'est pas la bonne requête, hein. On va aller directement sur EduSchool, en fait, ce sera peut-être mieux. Je pensais que tous les chemins menaient à EduSchool, mais c'est pas tout à fait vrai. Je clique évidemment sur le premier onglet. Euh, je vais en cycle 3 et je clique sur le programme, par exemple. Où est-ce que je vais les trouver? Là, j'ai le rappel des domaines du socle. Et ici, je commence à avoir des compétences. Ici, je commence à avoir des compétences et je vais en retrouver ici qui sont plus précises dans les tableaux. C'est ces compétences que vous devez vous approprier pour être capable de les restituer dans le cadre de la première question souvent de l'épreuve de didactique. Autre compétence clé pour réussir l'épreuve de didactique, savoir développer une analyse critique sur une proposition pédagogique. Ça, c'est très important de bien le comprendre. En didactique, on ne vous demande pas simplement de d'écrire, d'observer, mais on vous demande aussi parfois de vous prononcer. Et c'était tout à fait patent dans le sujet, par exemple, du groupement numéro 3, où on vous disait dans la consigne, à partir d'une analyse critique des documents ci-après, et cet adjectif n'est pas du tout innocent, à partir d'une analyse critique des documents ci-après utilisés pour la préparation de classe en CM1, vous répondrez aux questions posées. Et si on regarde les questions, la première, on l'a déjà évoquée. Deuxième question, quelle est la pertinence du document 3 dans la programmation de la séquence pédagogique proposée ? D'accord? On vous demande vraiment de vous prononcer sur la pertinence d'une proposition pédagogique. Et probablement que elle n'est pas complètement déconnante non plus, d'accord? Analyse critique ne veut pas dire démolir la proposition pédagogique qui est faite par un enseignant. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est quand même de peser le pour et le contre et de développer probablement une analyse je dirais, équilibré, qui, d'une part, montre que vous êtes capable de comprendre les intentions et les objectifs et les bénéfices attendus d'un dispositif pédagogique, mais d'autre part, de percevoir aussi les limites de ce dispositif, les difficultés pratiques qu'il engage peut-être, et formuler aussi la dimension négative de l'analyse critique. Et donc, c'est cet exercice qui suppose un peu de recul et de distance qui n'est pas facile de faire et que notre ami Christian Maisonnave, que vous avez découvert aujourd'hui si vous avez participé à son cours d'introduction à la didactique, essaiera de vous présenter et qui sera très utile aussi. Regardez la question 3. Quel regard portez-vous sur la grille d'auto-évaluation proposée? Là aussi, cette question 3, c'est une question qui engage vraiment votre esprit critique et qui appelle une réponse qui certes entrera dans la logique de l'enseignant et voilà pourquoi il a proposé cette grille d'auto-évaluation, voilà les bénéfices qu'on peut en attendre, mais aussi peut-être voilà les limites, les difficultés qui se présentent à l'enseignant qui voudrait utiliser cette grille d'évaluation dans ce contexte. Autre compétence clé pour la réussite de la didactique, maîtriser le lexique professionnel. Je sais que Christian a insisté là-dessus tout à l'heure
Et si vous n'avez pas encore, si vous ne faites pas encore partie de l'équipe Coquelicot, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre et vous accéderez évidemment à ce cours en replay comme à tous les autres. Mais la didactique suppose la maîtrise, non pas de 40 000 concepts, hein, c'est pas une connaissance, je veux dire, il n'y a pas 10 000 notions à connaître, mais il y en a quelques-unes, il y en a peut-être 5, il y en a peut-être 10, mais il faut absolument les connaître. Et vous pouvez vous trouver dans de graves difficultés si vous ne maîtrisez pas ce vocabulaire. Je vous en donne la preuve avec un extrait du sujet tombé en 2019 dans le groupement numéro 1. Question 4. Dans le cadre du travail d'écriture à travers les séances 5 et 6, quels étayages pourriez-vous proposer? Quels étayages? Cette notion d'étayage, vous voyez que c'est une notion qui est vraiment une notion technique de la pédagogie. On en connaît la définition ou pas, eh bien il faut connaître la définition de l'étayage. Je vous la donne ici en citant l'auteur qui est l'auteur de référence sur cette question de l'étayage, puisque c'est lui qui a formalisé le concept d'étayage et qui le définit de la façon suivante. L'étayage, c'est l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ. Cette définition de l'étayage, je vous invite à l'apprendre par cœur. Et si vous étiez dans la situation où se sont trouvés les candidats du groupement 1, ce serait tout à fait bienvenu d'ailleurs de commencer votre réponse par cette définition, par la restitution de cette définition, en citant Jérôme Brunner qui en est l'auteur, et pour qu'on sache déjà de quoi on parle. Et puis, si vous pouvez aller plus loin et si vous connaissez les différentes fonctions de l'étayage qui sont distinguées par Jérôme Brunner, qui parle de l'enrôlement, de la réduction des degrés de liberté, du maintien du cap de l'orientation, de la signalisation des caractéristiques dominantes pour montrer à l'élève qu'il y a un écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il devait faire ou le but qui lui avait été assigné. Le contrôle de la frustration et la démonstration qu'on appelle aussi la présentation des modèles de solutions qui consiste à reformuler ou disons présenter une version stylisée de la solution de l'élève, une solution améliorée pour qu'il puisse limiter et finalement s'améliorer par la reproduction de ce qu'il a entendu. Tout ça, ce sont des fonctions de l'étayage dont la connaissance peut vraiment vous aider à prendre des points sur une question comme celle qu'on vient de voir, qui fait appel à un vocable technique bien précis. On le connaît ou on ne le connaît pas. Quand on ne le connaît pas, on est pénalisé. Quand on le connaît, on part avec des points d'avance sur les concurrents. Si vous avez bien compté, ça fait 9. Il me reste un 10e conseil à vous donner. Et allez-y, je vous écoute. Quelle est, d'après vous, la 10e compétence clé pour la réussite de l'épreuve de français? En fait, il y en a probablement quelques autres. Donc, ça m'intéresse de voir ce que vous en pensez. Myriam, Laurence, je suis ravi de voir que vous avez apprécié le live de Christian. Mira, j'ai raté un cours très important. Non, Mira, tu ne l'as pas raté. Il est en tout cas évidemment disponible. Et il restera disponible jusqu'au bout. Pas de panique. Marina, une bonne maîtrise de l'orthographe. Bien sûr, comment j'ai pu oublier ça? Merci Marina. Bien sûr, une bonne c'est pas ça que j'ai mis comme 10e compétence, mais bien sûr, l'orthographe. Vous avez 1000 fois raison.
orthographier correctement tout ce qu'on rédige, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de points ou qui, inversement, peut vous en coûter beaucoup si l'orthographe est déficiente. Ça va vous coûter des points à cause des 5 points qui, sur les 40, sont dévolus à la qualité de l'expression, mais ça peut vous coûter plus de points que ça parce que vous risquez d'être doublement pénalisé si vous dérouler une argumentation dysorthographique et que les erreurs d'orthographe pullulent dans votre copie, vous risquez fort d'être pénalisé 2 fois, pénalisé une fois par les points que vous perdrez sur les 5 points d'expression, mais une deuxième fois parce que inconsciemment, le correcteur va forcément tirer vers le bas sa notation également dans les parties en particulier d'analyse et de didactique. Et alors Mandine, avoir confiance en soi et en ses capacités, oui, là aussi, je plus soi, je suis d'accord, avoir confiance en soi, c'est une compétence clé parce que si vous n'y croyez pas vous-même, vous risquez fort de soit vous décourager et ne pas aller jusqu'au terme de votre préparation, qui est le seul truc qui compte au fond, c'est que vous y soyez le jour J, que vous soyez là, que vous vous présentiez à l'épreuve, que vous ne fassiez surtout pas comme ces nombreux candidats qui se découragent et qui jettent l'éponge et abandonnent au mépris des chances très réelles qu'ils ont en fait de réussir. Donc là, je suis complètement d'accord et d'ailleurs je voudrais avoir un mot pour Émilie qui a l'impression de ne plus rien connaître. Ce live me met en stress. Je suis désolé Émilie parce que c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif c'est que vous soyez bien conscient des priorités, que vous ayez bien en tête ces priorités qui sont les vôtres pour l'épreuve de français, mais vous avez encore beaucoup de temps, vous avez encore plusieurs mois pour vous préparer et vous allez tranquillement monter en compétences et même si vous ne dominez pas complètement ces compétences clés le jour J, vous avez quand même vos chances. Le but n'est pas de faire une prestation parfaite, personne ne fera une prestation parfaite, tout le monde fera quelque chose d'imparfait et si vous êtes un peu moins imparfait que les autres, ça sera suffisant, d'accord Émilie? Donc surtout le stress, on le maîtrise effectivement, on le convertit en énergie positive, on y croit jusqu'au bout, ça c'est super important. Et puis, non, la dernière compétence dont je voulais parler, c'est en effet l'idée de Damien, de Laurence, qui disent soigner la forme, écrire lisiblement, rendre une copie propre et soignée, ça a compté beaucoup, d'accord? Si votre écriture est en vrac, que vous avez des ratures, que vous présentez votre copie avec une mise en page qui est déficiente, avec une écriture brouillonne, etc., vous risquez de ne pas donner beaucoup envie au correcteur de vous mettre beaucoup de points, parce que on se dira, oh là, qu'est-ce que ça va donner quand ce sera au tableau, hein. Moi, je suis loin d'être un modèle là-dessus, mais dites-vous bien qu'en tant que professeur des écoles, vous aurez la responsabilité lourde, mais ô combien exaltante et passionnante, d'enseigner l'art d'écrire aux élèves. Et si vous-même vous écrivez plus comme ça que comme ça, eh bien vous vous tirez une balle dans le pied. Inversement, si vous arrivez à produire une copie qui formellement est aussi impeccable que celle que je vous montre ici, c'est déjà quasiment gagné. C'est-à-dire qu'il y a statistiquement une corrélation très forte entre la qualité esthétique de la copie et la note que va obtenir le candidat. Je n'ai plus en tête l'identité de cet élève d'objectif CRPE dont je vous montre ici le screenshot d'une partie de sa copie, mais je mettrai ma main à couper qu'il a été finalement admis au concours, parce que en général, quand vous avez un tel degré de perfection formelle, eh bien, la copie qui est en face est d'excellent niveau, et en fait, le correcteur est conditionné psychologiquement
à mettre une très bonne note à une copie qui est aussi agréable à regarder. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est une compétence qui peut aussi vous rapporter beaucoup de points. Voilà, voilà. J'en ai fini avec un petit peu de retard. Je vous en demande pardon. Merci d'avoir participé à ce live. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci Elodie de ton mot gentil. C'est effectivement la 11e compétence. C'est pas une compétence, mais suivre les cours d'objectifs CRPE, c'est une bonne idée à mon avis pour réussir le concours. Et si vous n'êtes pas encore inscrit chez Objectifs CRPE, il est temps de le faire encore. Vous pouvez rejoindre le formidable groupe Coquelicot. Et vous avez toutes les infos qui se trouvent sur le site de la prépa. Vous avez évidemment la possibilité également de prendre rendez-vous pour un entretien téléphonique avec l'un de nos ambassadeurs qui vous répondront et qui vous diront comment nous rejoindre. Merci Lou, Laurence, Mathilde, Damien, Véro, Émilie. Laurence, merci de votre participation. C'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec peut-être une petite vidéo de démo qu'on a faite récemment pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Objectif CRPE à quoi ça ressemble. Les amis du groupe Coquelicot, je vous dis à très bientôt. On se reverra évidemment, mais ce qui vous attend, c'est surtout le concours blanc, le premier des concours blancs, et je compte sur vous pour ne pas vous dérober à ce premier concours blanc. On se retrouvera pour le séminaire de correction du concours blanc. Bye bye tout le monde, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée, vive le français, vive le CRPE, vive l'enseignement. Je vous laisse avec cette petite réalisation du studio. Bye bye. Avec Objectif CRPE, vous préparez votre concours à distance, depuis chez vous. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce live. Avec des cours en direct. Et si vous avez des questions, eh bien on vous répond. Marine, est-ce que le live est disponible en replay? Évidemment, comme tous les lives, il sera disponible pendant toute la durée de votre formation. Notre équipe pédagogique est à l'écoute. Oui, le sujet est bien disponible. Pendant toute votre préparation. Les concours blancs, au cœur de votre préparation, vous permettent de vous entraîner. Et une fois le devoir terminé, un professeur vous le corrige en détail, en vidéo. Paul, quelques conseils. N'hésitez pas à consulter la remise à niveau sur l'arithmétique, puisqu'on voit. Enfin, pour les épreuves orales, vous vous entraînerez en face de membres du jury du vrai concours. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour le jour J. Et tout au long de votre préparation, vous faites partie d'une communauté de partage et d'entraide. Objectif CRPE, mettons toutes les chances de votre côté.